Je vous propose donc de commencer. Donc, écoutez, merci à toutes et à tous d'être là ce matin pour ce webinaire qui est donc consacré au nouveau règlement comptable applicable aux ESMS dans le cadre de cette clôture des comptes. J'espère que vous allez tous bien. Je vous donne quelques éléments sur l'organisation de ce webinaire. Donc, nous avons prévu une présentation d'une durée de 45 minutes environ et on réservera environ un quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc, vous avez un bandeau dans lequel vous pouvez à tout moment nous adresser vos questions par écrit. Je vous précise aussi que ce webinaire fera l'objet d'un replay qui vous sera adressé. Alors, nous allons faire cette présentation en duo. Donc, moi-même et Maxime, donc je me présente rapidement. Je m'appelle donc Valérie Dagano, je suis associée Grant Thornton, spécialisée dans l'économie sociale et les ESMS, et je fais partie du groupe de travail à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ESMS, qui traite justement des différentes problématiques comptables ou d'audit relatives aux ESMS. Je vais passer la parole à Maxime, qui va également se présenter rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, pour ma part, je suis Maxime Gallet. Je suis senior manager chez Grant Thornton et expert comptable de formation. Et j'ai la particularité de travailler sur les activités sociales et médico-sociales depuis plus de 15 ans. Et donc, on co-anime effectivement avec Valérie Dagano le secteur social médico-social au niveau national. Et ce qui nous amène aujourd'hui à vous présenter un élément d'actualité qui est ce règlement ANC 2019-04 que l'on va vous dérouler au cours de cette séance d'une heure sur ce webinaire. Donc je vais relaisser la parole à Valérie pour nous présenter, nous introduire et notamment sur la partie périmètre de ce règlement. Et je vous retrouve pour les points précis de ce règlement. Merci. Alors, je vous propose que nous passions donc au sommaire de cette présentation qui va donc s'afficher. Comme l'a dit Maxime, cette présentation couvrira dans un premier temps quelles sont les entités qui sont concernées par ce nouveau règlement, et puis après, on vous présentera donc voilà, ça s'affiche, les contenus des changements qui sont induits par ce nouveau règlement en zoomant sur les différents postes qui doivent faire l'objet de votre attention. Alors, sans plus tarder, donc nous allons regarder quelles sont les entités qui sont concernées par ce nouveau règlement. Alors, ces entités concernent les entités qui sont des personnes morales de droit privé. Donc, on s'adresse à des organismes de droit privé à but non lucratif. Les ESMS, vous savez qu'il y a des ESMS publics et privés. Et donc, les entités publiques ne sont pas concernées par ce règlement, ce sont uniquement les personnes morales de droit privé. En termes de périmètre, les activités concernées sont les activités donc sociales et médico-sociales, telles que prévues donc par l'article L312.1 du Code d'action sociale et des familles. Il arrive fréquemment que des entités gestionnaires aient des activités à la fois sociales et médico-sociales et sanitaires. Ce règlement ne s'applique qu'aux activités sociales et médico-sociales des entités gestionnaires. Donc, les activités sanitaires ne sont pas concernées par ce nouveau règlement. Et quant à la date d'application, eh bien, nous y sommes. Elle concerne les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Donc, ce règlement est applicable dans le cadre de cette clôture des comptes. Alors, comment se situe et s'articule ce règlement
dans la hiérarchie des textes. Les ESMS donc relèvent en termes d'instructions comptables et budgétaires, appliquent les instructions donc M22 qui ne concernent que les établissements publics et applique également les plans de compte dits M22 bis dans le cadre des établissements privés. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est bien le règlement comptable applicable à l'établissement des comptes annuels. Donc, nous ne traitons pas de tout ce qui a trait, voilà, M22 ou M22 bis, mais bien aux comptes annuels, c'est-à-dire ceux qui sont soumis à la gouvernance et qui font l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes. Alors, comme tout règlement comptable spécifique à une activité, dans la hiérarchie des textes, on commence par la spécificité et ensuite on va dans le général. Donc, tout le petit graphique là sur la page gauche, lorsque l'on a des activités ESMS, on va d'abord regarder quelles sont les dispositions applicables aux ESMS pour les entités gestionnaires, c'est-à-dire appliquer ce règlement comptable 2019-04, qui sont des dispositions spécifiques et à défaut, pour tout ce qui n'est pas disposition spécifique, on appliquera les dispositions générales, donc qui sont prévues par l'ANC 2018-06, qui s'applique de manière générale aux entités privées ayant un but non lucratif. Et si ce règlement ANC lui-même n'a pas de disposition spécifique, on se référera au règlement ANC 2014-03, c'est-à-dire au plan comptable général. Donc, d'abord, les spécificités relatives aux activités, et à défaut de spécificité, donc on va dans un dispositif de plus en plus large. Il faut préciser que, comme cela concerne les établissements privés, les mutuelles, qui sont des organismes de droit privé à but non lucratif, sont également concernés par ce règlement, c'est-à-dire que celles qui auront des activités sociales et médico-sociales appliqueront le règlement 2019-04 en priorité aux dispositions spécifiques qui les régissent, donc mutuelle livre 3 ou mutuelle livre 2. Mais donc, à retenir que l'ensemble des organismes privés à but non lucratif sont concernés par ce dispositif au titre de leurs activités uniquement sociales et médico-sociales. Voilà pour l'environnement, je dirais, comptable. On va maintenant aborder les points qui sont concernés par ce nouveau règlement. Et je passe la parole à Maxime. Alors, donc effectivement, moi, je vais poursuivre l'animation de ce webinaire avec les différentes mesures spécifiques du 2019-04 concernant donc les structures ESMS et en sachant que ce règlement est bien applicable à partir du 1er janvier 2020 et donc pour les clôtures au 31/12/2020. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce règlement? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour vos clôtures au 31/12/2020? Alors, en ce qui concerne les actifs, le point principal, c'est qu'il doit y avoir, on peut pratiquer donc un amortissement dérogatoire donc qui doit être comptabilisé dans les comptes de l'entité gestionnaire. Donc, quand le compte administratif préconise un amortissement dérogatoire, il faut également le comptabiliser dans les comptes annuels de l'entité gestionnaire. Alors, je vais donner deux exemples. Lorsqu'on a, par exemple, une durée d'amortissement qui est admise par l'autorité de tarification pour les comptes administratifs qui est plus courte que la durée retenue dans la comptabilité de l'entité, dans ce cas, l'entité gestionnaire doit comptabiliser un amortissement dérogatoire pour être en conformité avec ce qui est préconisé, en tout cas avec ce qui est mis dans le compte administratif. Donc, on pratique un amortissement dérogatoire lorsqu'on a une durée d'amortissement qui est plus courte. Au contraire,
Lorsque la durée d'amortissement admise est plus longue, dans ce cas, il y aura un retraitement au niveau de l'affectation de résultats et cette charge sera donc différée. Donc voilà ce qu'il faut retenir au niveau de l'actif. C'est la principale mesure avec l'application d'amortissement dérogatoire et différents systèmes entre lorsqu'on a une durée plus courte ou plus longue et le phénomène des charges différées et des amortissements dérogatoires. Alors, au niveau des fonds propres. Donc ça, c'est la deuxième mesure. On a vu la partie active, c'est le seul point à retenir. Au niveau du passif, et notamment des fonds propres, il y a un rappel dans ce règlement d'une obligation de remboursement des financements versés par les autorités de tarification. Dans quel cas? En cas de cessation définitive d'un ESSMS. Donc, quel type de remboursement? Quels sont les financements à rembourser? C'est notamment tout ce qui concerne les subventions d'investissement, les réserves de trésorerie, les excédents d'exploitation, provisions pour risques et charges, les provisions pour réglementer, pour dépréciation de l'actif circulant, les soldes de subventions amortissables et les plus-values sur les actifs immobilisés. Donc voilà la mesure, c'est de se dire, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est de pouvoir bien dissocier dans les fonds propres de l'entité ce qui est de la gestion propre de ce qui est de la gestion contrôlée, puisque si on a un cas de cessation définitive d'un ESSMS, on devra rembourser ces financements qui figurent dans les fonds propres au passif du bilan de l'entité. Voilà ce qui a été précisé dans l'article 313-19. Point suivant. Au niveau des fonds propres, donc ce que je disais sur la slide précédente, c'est que les fonds propres qui sont mis, et en tout cas les fonds qui sont mis à disposition d'une entité, elles sont potentiellement restituables, puisque en cas de cessation définitive, en tout cas de dissolution d'une structure, on est obligé de restituer les fonds qui ont été mis à disposition par les financeurs. Les affectations, donc en conséquence, pour qu'on ait une visibilité précise de ces fonds qui sont potentiellement restituables, il faut bien dissocier au niveau des fonds propres ce qui concerne la gestion propre et ce qui concerne la gestion contrôlée. Donc on devra, au niveau d'une entité, d'un établissement avec potentiellement une multitude d'activités, bien dissocier ce qui concerne la gestion contrôlée et la gestion propre. Passe sur la slide suivante. Alors, au niveau, comment ça se passe concrètement, puisque je vous ai dit qu'on doit avoir une dissociation précise au niveau des fonds propres, donc du passif du bilan d'une structure ESSMS, on doit avoir une dissociation entre tout ce qui concerne la gestion propre et tout ce qui concerne la gestion contrôlée. Donc, notamment, on doit avoir sur ce passif du bilan les résultats, les reports à nouveau, les réserves des activités sociales et médico-sociales, et on doit avoir également tout ce qui concerne résultats, reports à nouveau, réserves de la gestion propre. Donc ça, c'est un point important, et c'est effectivement une difficulté qui peut être majeure pour les structures, c'est de pouvoir bien dissocier au niveau des fonds propres, et donc c'est applicable pour les comptes qui doivent être établis au 31/12/2020, c'est de bien dissocier dans vos fonds propres, gestion contrôlée, sur les trois thématiques résultats, report à nouveau, réserve. Donc ça, c'est un des points majeurs de ce règlement ANC 2019-04, c'est de bien faire figurer cette dissociation au niveau du passif. Alors une fois qu'on a vu ce texte, il y a la mise en œuvre.
Donc la mise en œuvre est plus compliquée puisque on avait un règlement, en tout cas des comptes établis en 2019, ancienne version, et on a des comptes 2020 où on doit appliquer ce nouveau règlement. Donc ça pose une difficulté technique et puis aussi des recherches, puisque si on n'avait pas bien établi tout ce qui concernait gestion propre de gestion contrôlée, il faut faire ce travail-là en amont. Et ensuite, proposer donc un bilan 2020 avec une partie ANC 2019-04 pour les comptes 2020 et de l'ancien règlement pour les comptes clos au 31/12/2019. Alors, on n'a pas de réponse précise technique à vous apporter. On a néanmoins une recommandation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui stipule que pour l'établissement des fonds propres, soit on établit donc un compte pro forma. Alors, de manière technique, pour le moment, je ne pense pas que les logiciels vont s'adapter à avoir des comptes 2020 avec une version 2019-04 et le passer avec l'ancien règlement. Mais en tout cas, ce qu'on préconise et ce qui est préconisé par la CNCC, pour le moment, c'est d'établir les comptes sous un format Excel pour pouvoir les retravailler au mieux. Et il y a deux options possibles. Soit on fait deux colonnes, donc une colonne compte 31/12/2020 avec l'ancien règlement et on détaille les différents postes avec le nouveau règlement ANC 2019-04 et on le compare avec les comptes 31/12/2019, ancienne version du règlement. Et donc là, on reprend les libellés de poste ancienne version. Ça, c'est une première option qui est proposée par la compagnie. La seconde, c'est de faire trois colonnes. Une colonne compte 31/12/2020, nouvelle version ANC 2019-04. De proposer dans une deuxième colonne les comptes 31/12/2019, version nouveau règlement 2019-04. Et une troisième colonne pour respecter des comptes qui ont été arrêtés avec l'ancien règlement et ce qui était valable à l'époque. Et donc, une colonne 31/12/2019, version ancien règlement. Voilà ce que l'on peut vous dire sur ce sujet fonds propres à aujourd'hui avec une préconisation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. La mise en œuvre peut se faire, ou en tout cas on verra comment les logiciels évoluent, mais il y a une préconisation de retravailler au moins sur un bilan Excel pour pouvoir être en conformité avec ce nouveau règlement 2019-04. Je passe sur la suite. Alors là, les choses sont un peu plus claires et ancrées, en tout cas dans ce règlement 2019-04, c'est comment on traite les fonds propres au niveau de l'annexe. Au niveau de l'annexe comptable, on doit bien mettre donc toujours ces colonnes, les fonds propres à l'ouverture, l'affectation de résultats, les augmentations, diminutions et clôtures. Et on doit surtout bien faire figurer tout ce qui concerne la gestion propre de tout ce qui concerne la gestion contrôlée. Alors vous voyez que sur notre slide, on a bien mis en évidence que la gestion propre, c'est l'écriture blanche, où là on voit fonds propres sans droit de reprise, avec droit de reprise, écart de réévaluation, réserve. Donc ça concerne la gestion propre. Et en couleur violet, on a mis tout ce qui concerne l'activité sociale, médico-sociale et la gestion contrôlée. Et là, on voit bien que sur les sujets de réserve, report à nouveau, résultat, on doit bien dissocier gestion propre de gestion contrôlée. Donc ça, je vous invite à utiliser ce modèle qui est préconisé dans le règlement 2019-04 et de l'appliquer quand vous allez produire l'annexe aux comptes annuels pour vos comptes clos au 31/12/2020. Sujet suivant. Donc, on a vu la partie actif, on a vu la partie au niveau du passif, les fonds propres. Sujet suivant, l'affectation des résultats. Alors, pour rappel, donc là, il n'y a pas de grande nouveauté. La composition d'un résultat d'un organisme gestionnaire de SSMS est composée en partie d'un résultat gestion propre et en partie d'un résultat gestion contrôlée. Et ce, pour l'ensemble
des activités d'une association, d'une structure, même si une structure ou association est multi-établissement, on a bien un résultat global qui englobe l'ensemble des résultats des activités sociales, médico-sociales. Donc ça, je ne m'attarde pas trop longtemps, c'est un rappel. On a bien un résultat global qui est composé de gestion propre et de gestion contrôlée. Jusque-là, tout va bien. Donc ce résultat, aussi, c'est toujours du rappel, un résultat comptable peut être modifié avec les aspects, les impacts des neutralisations des reprises de résultats antérieurs, ce qui donne effectivement un résultat effectif. Et le résultat effectif, c'est la décomposition du résultat de la gestion propre et du résultat de la gestion contrôlée. Ça, c'est pareil, ça ne bouge pas, c'était déjà le cas auparavant. On a toujours une dissociation entre résultat effectif, résultat comptable, avec les aspects de neutralisation, si c'est toujours le cas dans vos structures, avec des reprises de résultats antérieurs. Alors, précision du règlement ANC 2019-04 au niveau de l'annexe sur cette affectation de résultats. Le règlement ANC 2019-04 a fait une précision sur ce que doit comporter l'annexe d'une entité ESSMS. C'est de bien avoir donc un comparatif N et N-1 et d'avoir une ligne résultat comptable, une ligne éventuellement avec des reprises de résultats antérieurs et une ligne excédent ou déficit effectif global avec gestion propre et gestion contrôlée. Donc, bien évidemment, la ligne excédent ou déficit global reprend les deux lignes du dessous, c'est donc un cumul d'effectifs, de résultats effectifs, gestion propre, gestion contrôlée, et entre le résultat effectif global et le résultat comptable, on peut avoir éventuellement des écarts qui sont liés à des reprises de résultats antérieurs. En tout cas, je vous invite à mettre ce tableau dans votre annexe aux comptes annuels, puisque c'est ce qui est préconisé par le règlement ANC 2019-04. Alors, au niveau, on va passer au changement, en tout cas aux modifications de compte par rapport à ces affectations de résultats. Alors, quand on est en gestion contrôlée, en tout cas pour le résultat de la gestion contrôlée de l'activité sociale et médico-sociale, on a potentiellement des charges et des produits dont la prise en charge est différée. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement des dettes pour congés payés, des provisions pour indemnités de fin de carrière ou du traitement de la durée d'amortissement non prise en charge par l'autorité de tarification. Donc, ces trois éléments-là peuvent potentiellement être en charge différée dans les affectations de résultats de l'entité. On a un autre point, c'est les charges des établissements qui sont rejetés par l'autorité de tarification, puisque bien évidemment, quand on établit un compte de résultat, on a des charges spécifiques du règlement comptable et certaines charges peuvent être rejetées par l'autorité de tarification et donc celles-ci devront faire l'objet d'un retraitement spécifique au niveau de l'affectation de résultats de l'entité. Alors, qu'est-ce qu'il change au niveau du règlement? On va le voir sur la slide suivante. Donc, on a fait une colonne avant le règlement et une colonne application du règlement ANC 2019-04. Avant le règlement, donc tout ce qui était ces charges différées que sont les dettes pour congés payés, les provisions pour indemnité de fin de carrière, tout ce qui est durée d'amortissement. Donc, cette comptabilisation de charges se faisait par des comptes 114 ou 116 en affectation de résultats. Le nouveau règlement 2019-04 nous dit que l'ensemble de ces charges, donc ces charges qui sont différées, doivent être comptabilisées dans un compte 115-92. Donc,
qui s'appelle « Report à nouveau constitué des charges et produits d'activités sous gestion dont la prise en compte est différée ». Donc, le point important, ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est qu'on n'utilise plus les comptes 114 et 116, mais dorénavant, on utilise le compte 115-92 en affectation de résultats pour les charges différées. Voilà le point essentiel à retenir au niveau de l'affectation de résultats pour les charges différées. Donc, c'est juste un changement de compte, de nature de compte, de numéro de compte et de libellé à utiliser. Donc, pas de gros travaux en perspective pour vous, juste une reclassification de compte. Point suivant, on a parlé des charges différées, maintenant on parle des charges rejetées. Donc, les charges rejetées doivent être comptabilisées en affectation de résultats dans un compte 115-91 sur la durée de contestation du rejet de la dépense. Donc, vous avez comptabilisé une charge. Cette charge, quand vous l'avez soumise à l'autorité de tarification, en tout cas dans le compte administratif, celle-ci est rejetée, donc n'est pas acceptée comme une dépense éligible. Dans ce cas, en affectation de résultats, vous devez la comptabiliser, si vous la contestez, dans un compte 115-91. Si les recours des contestations sont épuisés, dans ce cas, vous pouvez la comptabiliser dans un compte 119, donc qui est report à nouveau de l'entité. Donc voilà, si c'est rejeté définitivement, qu'il n'y a plus de cas de recours, vous la comptabilisez dans un compte 119. Voilà, donc on vient de voir les charges rejetées, les charges différées. Ce qu'il faut retenir ici, les charges différées, on fait un changement de compte, on utilise les comptes 115, et les charges rejetées, c'est un compte 115 tant qu'on conteste le rejet, et sinon, dès que le recours est épuisé, on bascule dans un compte 119. Voilà ce que l'on peut dire au niveau de l'affectation de résultats. On a vu l'actif, on a vu le passif, on passe sur la partie, alors là, il y a une petite précision au niveau des subventions d'exploitation, et on parlera après des subventions d'investissement. Au niveau des subventions, petit rappel, définition, donc une subvention, c'est une aide qui est facultative et attribuée discrétionnairement par l'autorité administrative et qui est justifiée par un intérêt général destiné à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Donc, elle concerne une action, un projet ou des activités initiées, définies et mises en œuvre par l'organisme de droit privé bénéficiaire. Donc là, c'est juste un rappel de ce qu'est une subvention. Au niveau des subventions d'exploitation, pas de changement de méthode comptable. Une subvention d'exploitation s'enregistre toujours en 74 par un compte 441 et par un compte 441. Une subvention d'exploitation, bien évidemment, peut toujours faire l'objet d'un fonds dédié si elle n'est pas utilisée à la clôture de l'exercice, avec une dotation en fonds dédié par les comptes 689.4, par un compte 194 au passif, et une reprise par un compte 789.400. Jusqu'ici, pas de changement de méthode comptable, ça reste toujours en l'état. Alors là, un point majeur de ce règlement, qui est une émanation du règlement 2018-06, c'est les subventions d'investissement. Donc les subventions d'investissement, pour rappel, dans le règlement 99-01, on pouvait avoir une distinction des subventions d'investissement pour les biens renouvelables ou non renouvelables. Donc on utilisait potentiellement les comptes 131 ou potentiellement les comptes 102. Dorénavant, application des dispositions du PCG, donc du 2018-06, soit on enregistre en totalité en compte 777, ou on passe par la comptabilisation de la subvention en compte 131, et celle-ci sera reprise en fonction des dotations aux amortissements, donc au prorata des dotations aux amortissements qu'elle finance, par un compte 777.
Donc ça, c'est la nouveauté. Subvention d'investissement, il n'y a plus de compte 102 à utiliser. On passe tout prioritairement au compte 131 et repris par le compte 777. C'est un point important parce qu'auparavant, on avait ces sujets-là, mais c'est surtout important dans la mise en œuvre du passé. Et c'est l'objet de la slide suivante. Puisque toutes les subventions d'investissement passées, donc celles-ci, vous devez essayer de reconstituer si les biens qu'elles finançaient ne sont pas complètement amortis, vous devez reconstituer le plan d'amortissement de cette subvention. Donc, premier cas de figure assez simple, si vous avez obtenu une subvention d'investissement qui était dans un compte 102 et que le bien que cette subvention finançait est totalement amorti, dans ce cas, vous basculez cette subvention. Donc, si par exemple on avait 100 000 € dans un compte 102, vous basculez et qu'elle est totalement amortie, que le bien est totalement amorti, le bien financé, vous la basculez dans un compte 115 si c'est de l'activité gestion contrôlée ou 110 si c'est de la gestion propre. Jusque-là, ça reste assez simple. Le bien est complètement amorti, le bien qui a été financé est complètement amorti. Vous le basculez en 115 ou en 110 en fonction qu'il s'agisse de gestion contrôlée ou gestion propre. Si le bien que la subvention d'investissement financée n'est pas complètement amorti, la partie amortie au 31/12/2020 doit figurer dans un compte de report à nouveau, donc 115 ou 110, et le solde doit être repris par des comptes 777. Donc on a une subvention de 100 000, on avait 50 000 € déjà amortis, donc on bascule 50 000 € en compte report à nouveau, et les 50 000 € restants sont en 131 et seront reprises au fur et à mesure et au prorata des dotations aux amortissements, elles seront reprises au compte de résultat. Et donc, on reprendra les 50 000 € restants dans mon exemple au fur et à mesure des amortissements. Tout ça est un peu complexe. Alors là, le point de vigilance est surtout, j'attire votre attention sur le besoin de reconstituer éventuellement des subventions d'investissement qui finançaient des acquisitions passées, donc de les reconstituer pour pouvoir bien mettre au niveau de votre passif le bon montant dans le compte 131 et surtout reprendre correctement la subvention d'investissement sur la durée restante à venir. Voilà pour ce point de subvention d'investissement. Je passe slide suivante. Alors, j'essaye de passer slide suivante. Voilà. On passe aux provisions réglementées. Donc là, il y a eu, on a vu l'actif, on a vu au niveau du passif les fonds propres, l'affectation, les subventions d'investissement, et là on passe aux provisions réglementées. Les provisions réglementées, donc elles sont toujours applicables, et on a rebalayé ici tout ce qui concernait l'article du Code de l'action sociale et des familles, avec notamment tout ce qui concernait les provisions réglementées relatives à des réserves de trésorerie, des cessions d'éléments d'actifs IMO, des cessions d'éléments d'actifs circulants, et on a reprécisé sur la colonne d'à côté le nouveau règlement comptable ANC 2019-04 avec les comptes comptables à utiliser. Donc on utilise notamment le compte 141-100 pour tout ce qui est destiné à renforcer la couverture du BFR, le 141-200 pour tout ce qui est destiné à renforcer la couverture du BFR quand il s'agit d'une dotation par financement d'autorité de tarification, aux plus-values nettes d'actifs immobilisés en 148-61 et aux plus-values nettes d'actifs circulants en 148-62. Voilà les comptes qu'il faut utiliser pour ce type de provision réglementée. En ce qui concerne les provisions pour renouvellement des immobilisations, donc le règlement précise que ces contributions pour renouvellement des immobilisations sont maintenant comptabilisées en fonds dédiés.
Donc la provision pour réglementer pour renouvellement des IMO disparaît donc du plan de compte d'une entité gestionnaire, donc d'une structure, et on utilise maintenant le compte de fonds dédiés. Donc ça, c'est la principale modification au niveau des provisions réglementées. Voilà, on a matérialisé sur le slide suivant ce qu'il se passe. Auparavant, on avait des comptes 140-200 provisions réglementées pour le renouvellement des immobilisations. Maintenant, vous n'utilisez plus ce compte, vous utilisez le compte fonds dédié. Et je le rappelle, c'est lorsqu'il s'agit de provisions pour renouvellement d'immobilisation. On a parlé donc de la partie actif, de la partie passif, fonds propres, affectation de résultats, subvention d'investissement, provision réglementée. Sur l'ensemble de ces sujets, le point important, c'est de pouvoir reconstituer vos fonds propres sur gestion propre, gestion contrôlée. Et le travail important aussi, c'est de reconstituer éventuellement les subventions d'investissement. Pour le reste, provision réglementée, notamment, c'est juste du compte à compte, ou bien tout ce qui est charges différées ou charges rejetées, c'est un changement de compte à compte. Le sujet des fonds dédiés. Alors, on a fait un petit rappel du règlement ANC 2018-06. Le règlement 2018-06 autorise en fonds dédiés le basculement de subventions d'exploitation qui n'auraient pas été complètement utilisées à la clôture. Donc ça peut être basculé en fonds dédiés. C'est toujours conforme et c'est validé par le règlement 2018-06. Et il y a également les contributions financières reçues d'autres personnes morales de droit privé à but non lucratif. On peut parler notamment de ressources liées à la générosité publique, comprenant les dons manuels, le mécénat, les legs, donations et assurance vie. Donc ce qu'il faut retenir, le 2018-06 nous permet de faire 3 types de fonds dédiés. Des fonds dédiés sur des subventions d'exploitation, des fonds dédiés sur des contributions financières et des fonds dédiés sur des dons manuels, du mécénat, des legs, des donations et assurance vie. Le règlement 2019-04 vient nous dire 2 choses supplémentaires, donc qui sont à rajouter par rapport au 2018-06, c'est que tout ce qui est contribution financière pour financer le renouvellement des IMO qui était auparavant en provision réglementée bascule en fonds dédiés. Deuxième sujet, c'est les autres contributions accordées par l'autorité de tarification peuvent maintenant figurer en fonds dédiés. Donc, quand on a dit ça, de quoi on parle quand on parle d'autres contributions accordées par l'autorité de tarification? Puisque, effectivement, on voit que le règlement nous l'autorise de basculer ce type de financement dans les fonds dédiés. Alors, qu'est-ce qu'une contribution financière d'une autorité de tarification? Donc, on fait un petit rappel de la définition de la contribution financière dans le règlement 18-06. Donc, une contribution financière est un soutien facultatif octroyé par une autre entité. Ces contributions ne constituent pas la rémunération de prestations ou de fourniture de biens. La définition du 142.9 nous dit qu'un concours public est une contribution financière apportée par une autorité administrative en application d'un dispositif législatif ou réglementaire, par opposition à la subvention attribuée de façon facultative et objet d'une décision particulière. Voilà sur les aspects de définition de ce qu'est une contribution financière. Si on se résume les choses, quand on a vu que les contributions financières pouvaient être basculées en fonds dédiés, tout ce qui est dépenses courantes ou exceptionnelles prises en charge dans la procédure de fixation du tarif ne sont pas des crédits affectés à un projet défini et ne peuvent donc faire l'objet de fonds dédiés. Ça, c'est vraiment le point important. Donc, tout ce que vous avez eu comme financement qui correspond au financement de dépenses courantes ou exceptionnelles prises en charge dans la procédure de fixation de tarifs, donc en gros, tout ce qui est produit de tarification, etc., ça ne pourra pas faire l'objet de fonds dédiés. Ça, c'est le premier point. En revanche, les crédits non reconductibles donnés de manière fléchée en complément du tarif normal peuvent, eux, faire l'objet de fonds dédiés.
Voilà ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est produit de tarification, tout ce qui était octroyé par rapport et pour prendre en charge surtout les dépenses courantes ou exceptionnelles, vous ne pouvez pas les basculer en fonds dédiés. Néanmoins, tout ce qui est crédit non reconductible, c'est bien vers ce dispositif-là qu'on flèche les contributions financières, et donc celles-ci peuvent être basculées en fonds dédiés. Concrètement, si on se résume les choses simplement au niveau des fonds dédiés, les fonds dédiés, c'est toujours par rapport au 2018-06 des subventions, des dons, des legs, des contributions financières. Maintenant, au niveau du 2019-04 pour les ESSMS, il y a les provisions réglementées au niveau des relatives aux immobilisations et également les crédits non reconductibles. Voilà, pour faire simple. Au niveau de la présentation en annexe des fonds dédiés, donc le 2018-06 nous stipule bien qu'on doit faire figurer en fonds dédiés les sommes inscrites à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, les reports en fonds dédiés, les fonds dédiés utilisés et les transferts en fonds dédiés. Donc on doit avoir toutes ces colonnes, une première colonne, les fonds dédiés à l'ouverture, une dernière colonne, les fonds dédiés à la clôture, la partie les augmentations, diminution de fonds dédiés et éventuellement les transferts. Le règlement ANC 2019-04 vient compléter ce dispositif 2018-06 en intégrant notamment ce qu'on vient d'évoquer, à savoir les contributions financières des autorités de tarification aux entités gestionnaires de SSMS, c'est-à-dire les crédits notamment non reconductibles qui doivent figurer au niveau des fonds dédiés. Donc c'est une ligne supplémentaire qui doit figurer en annexe des comptes. On a vu donc toutes les modifications, en tout cas toutes les précisions du règlement 2019-04 concernant l'actif, le passif, et il y a un dernier point qui doit être pris en compte, qui est une précision au niveau du compte de résultat. Donc le compte de résultat doit faire l'objet d'une présentation précise et distincte de la part des activités sociales, médico-sociales et du résultat des activités contrôlées. On devra donc reprendre, et ça c'est l'article 152.1 qui vient nous le préciser, dans le compte de résultat, l'entité fait apparaître distinctement la part sociale, médico-sociale sur les postes suivants par une subvention spécifique, à savoir les ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales, les ventes de prestations de services relatives aux activités sociales et médico-sociales, et les contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales. Et enfin, donc, tout ce qui est résultat des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée. Voilà ce que nous précise l'article 152.1 du règlement ANC 2019-04 sur le compte de résultat. On en arrive donc au bout de cette présentation. On avait dit qu'on se promettait de vous présenter les choses pendant à peu près 45 minutes. On y est. Donc je vais faire juste une petite synthèse en 2-3 minutes de ce qu'il faut retenir et surtout les points d'attention. Donc concrètement, vous devez mettre en œuvre ce règlement pour les comptes clos au 31/12/2020. Donc, on est en février, il est encore temps de le faire. Et en tout cas, ça devra être produit pour vos clôtures. Donc, c'est bien évidemment, on a précisé le périmètre, donc ça, c'est très clair là-dessus. Au niveau des choses à mettre en œuvre, des éléments à mettre en œuvre, sur la partie active, c'est le sujet des dotations aux amortissements dérogatoires qui doit se faire en conformité avec ce qui est préconisé dans le compte administratif, en tout cas par l'entité gestionnaire. Ça, c'est le premier point, au niveau de l'actif. Au niveau du passif, vous devez avoir une distinction précise de la gestion propre et de la gestion contrôlée, notamment pour ce qui concerne les reports à nouveau, les réserves et le résultat. Ça doit être fait au niveau du passif du bilan, dans vos fonds propres, mais également en annexe. Point suivant, au niveau des provisions réglementées, c'est juste un changement de compte comptable. Idem pour les charges différées et les charges rejetées. En affectation résultat, on change juste le compte, mais ça reste toujours valable.
Les subventions d'investissement, gros point d'attention, si vous avez des subventions d'investissement qui étaient auparavant comptabilisées dans des comptes 102 et qui ne sont pas totalement amorties, vous devez reconstituer précisément ces subventions d'investissement pour bien faire figurer au passif ce qui reste à amortir et les amortir, en tout cas les reprendre au compte de résultat conformément et au prorata de vos dotations aux amortissements. Les fonds dédiés, on l'a précisé, ce qu'il faut également retenir, c'est qu'on a une bascule des provisions concernant les immobilisations qui étaient auparavant en provision réglementée, qui basculent en fonds dédiés. Point suivant, tout ce qui est les crédits non reconductibles passe également maintenant en fonds dédiés s'ils ne sont pas consommés en totalité à la clôture d'un exercice. Au niveau du compte de résultat, c'est la slide que je vous présentais, il faut bien dissocier la part des activités sociales et médico-sociales avec une présentation qui est préconisée dans l'article 152.1 et qui est celle-ci. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation. Donc, on se réserve un petit temps si vous avez des questions. On est à votre écoute. Et puis, sachez que en tout cas, cette présentation, ce PowerPoint, vous sera transféré pour l'ensemble des personnes ayant suivi ce webinaire. Donc, vous aurez un support écrit pour éventuellement vous référer pour l'établissement de vos comptes 2020. Et on reste à votre disposition. Et là, nous sommes à votre écoute. On se garde ce petit temps pour répondre à vos questions, nous allons répondre à vos questions avec Valérie. Alors, donc, Augustin, merci beaucoup, Maxime. Alors, je me permets d'intervenir juste pour vous indiquer que vous pouvez poser des questions par le chat qui est prévu à cet effet. Sur vos écrans, ça se présente avec une petite bulle avec des questions. N'hésitez pas à écrire. Maxime, Valérie, on a déjà une question qui a été posée pendant la conférence qui disait la chose suivante. Faut-il retraiter les comptes 114 et 116 qui sont en report à nouveau en 115,92 ? Ce qui vous permet, si déjà vous pouvez y répondre, ce qui permettra, si jamais il y a d'autres personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser, puis on les relaiera à Maxime et Valérie. Alors, tout ce que vient préciser le règlement NC 2019-04, c'est tout ce qui figurait en compte 114 et 116 auparavant. Donc, jusqu'en 2019, ça doit figurer en compte 114 et 116. Toutes celles parce qu'il s'agit de dépenses avec une prise en charge différée. Donc, tout ce qui était en 114 et en 107 doit maintenant être en 115. Donc ça, c'est ce que vient préciser le règlement 2019-04. J'espère bien répondre à la question, mais en tout cas, tout ce qui était en 114 et 116 en clôture 31/12/2019, maintenant, vous devez tout basculer dans le compte 115. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Augustin ? Oui. Alors, l'autre question. Devons-nous aussi faire une distinction du patrimoine de la GP mis à disposition de la GC? Ce patrimoine figure dans le bilan GC. Alors, tu peux répéter s'il te plaît pour bien être sûr d'avoir compris cette question. Devons-nous aussi faire une distinction du patrimoine de la GP mis à disposition de la GC? Ce patrimoine figure dans le bilan GC. Alors, ce qui est évident, c'est que le règlement nous dit que tout ce qui concerne la gestion propre et tout ce qui concerne la gestion contrôlée doit bien faire l'objet d'une distinction au passif. Donc, en tout cas, il faut tout reconstituer, tous les résultats des activités propres, les reports à nouveau, les réserves, etc., doivent bien figurer dans des comptes distincts de gestion propre et tout le reste doit figurer en gestion contrôlée. Et donc, il faut reprendre tous les comptes administratifs des années précédentes et de voir tout ce que l'autorité de tarification a accepté ou pas de faire figurer en réserve, report à nouveau et résultat.
c'est ce document qui fait foi. Et en fonction de ce qu'a indiqué dans le compte administratif l'entité, et il faut le reprendre et ça doit correspondre au niveau des comptes annuels de la structure et de l'établissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors pour l'instant, il n'y a rien qui arrive en plus. D'accord. On espère avoir été clair. C'est ça. Bah, de toute façon, on se tient bien évidemment, si c'est toujours effectivement un webinaire, il y a beaucoup d'informations qui tombent et après on essaie de le mettre en application dans les différentes structures. Ce qui est évident, c'est que on vous laisse nos coordonnées, et si vous avez des questions complémentaires ou des points précis à travailler sur vos structures, on se tient à votre disposition pour y répondre. Et puis ça nous permettra aussi de faire des réponses sur mesure par rapport à votre structure. Donc il n'y a pas d'autres questions, Augustin? Alors sur la question de la gestion de la gestion de la GP et de la GC, pardon, la personne précise qu'elle parle des comptes de classe 2. Ah, sur les comptes de classe 2, il n'y a rien qui est spécifié dans le règlement 2019-04. Si on a une classe 2, effectivement, on imagine que dans cette classe 2, on peut avoir acheté un bien sous financement de la gestion contrôlée, mais il n'est pas précisé de dissocier au niveau de l'actif, donc des postes IMO, il n'est pas précisé de dissocier les postes. Néanmoins, le financement de ces investissements doit bien être dissocié dans les fonds propres. Et si on a eu une subvention du département pour financer 100 000 € d'investissement, et ben cette subvention doit bien être dissociée, figurée au niveau du passif en gestion propre ou en gestion contrôlée. Et comme je vous ai dit que tout ce qui a déjà été amorti devait figurer en compte report à nouveau gestion contrôlée, elle doit figurer là-dessus, et après, on a bien une reprise de ces subventions. Mais vraiment, pour répondre à la question, non, pas d'obligation de dissocier les gestion propre, gestion contrôlée au niveau des actifs, uniquement au niveau des passifs, et donc le financement, et c'est ce qui intéresse surtout l'autorité de tarification, c'est de savoir ce qu'elle pourrait éventuellement récupérer ou ce qui lui appartient, surtout au niveau de ses fonds propres. Effectivement, en termes de présentation, il n'y a pas d'identification au niveau de la présentation des comptes, au niveau de l'actif, du patrimoine qui se trouve en gestion contrôlée. Pour autant, comme cette présentation doit être identifiée au passif, je dirais qu'en sous-jacent, il faut quand même pouvoir connaître les investissements qui ont été financés en gestion contrôlée. Mais pour répondre effectivement précisément à la question, en termes de présentation des comptes, cette distinction n'est pas prévue par le nouveau règlement au niveau de l'actif. Il n'y a qu'une présentation au niveau des réserves accumulées ou report à nouveau au passif du bilan. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, on espère que ce séminaire aura répondu à votre attente, qui est de donner un focus enfin, sur les points qui sont concernés, donc tant en termes de périmètre, ce qu'on a dit qu'il y a sanitaire, médico-social, ça ne concerne que le médico-social, et sur les points d'attention, et donc à décliner dans vos différentes entités, déjà pour identifier les problématiques, hein, et ensuite de pouvoir mettre en œuvre ce nouveau règlement, donc avec des points plus particuliers sur notamment les subventions d'investissement. Aussi bien s'assurer qu'il s'agit de subventions, parce que dans certains cas,
On a pu mettre en subvention, on a eu ce cas-là dans des entités où des financements, par exemple, de la part d'institutions de retraite avaient été mis en subvention alors que ce ne sont pas des autorités administratives, donc elles ne relèvent pas des subventions. Donc il y a peut-être aussi des analyses à mener sur l'historique en fait des financements et des fonds propres. Voilà, et également donc l'aspect pro forma qui est une difficulté matérielle, hein, effectivement, cette année pour arriver à présenter ces comptes avec un comparatif adéquat. Écoutez, merci d'avoir suivi ce webinaire avec nous. Donc, on reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. On vous souhaite une très bonne journée et très bonne arrêtée des comptes comptables dans le cadre de cette clôture 2020 bien spécifique. Voilà, écoutez, merci.